Voilà. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Merci de vous être inscrits et de vous être connectés aussi nombreux sur ce webinaire Solutions Pro de la rentrée. Nouvelle saison 2022-2023 qui commence avec cette thématique aujourd'hui qui est la qualification RGE études. La présentation va être grandement assurée par Stéphane Mouchot, qui est directeur général de l'OPQIBI. Moi, je vais juste faire un court mot d'introduction et puis après, je vais laisser la parole à l'expert sur le sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors d'abord, je vous ai proposé un petit récapitulatif du programme qui est très simple aujourd'hui. Simplement un petit rappel de qui est l'Agence parisienne du climat et puis des services que vous pouvez trouver sur notre site Coach CoPro. La présentation ensuite de Stéphane Mouchot sur les qualifications RGE études. À la fin, on garde un temps de questions-réponses qui vous sera réservé. Et pour ce faire, je vous demanderai simplement d'utiliser le volet questions-réponses QR que vous devez avoir en bas de votre écran sur Zoom. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'Agence parisienne du climat a été créée en 2011 à l'initiative de la ville de Paris avec l'ADEME et Météo France. Donc, on a fêté nos 10 ans là, il y a quelques jours, quelques semaines. On est situé dans le pavillon du lac à Bercy, à côté du cours Saint-Émilion. Et on a la mission de travailler sur le plan climat, air, énergie de la ville de Paris. On travaille donc sur un peu toutes les thématiques de ce plan climat, air, énergie, avec un volet principal sur tout ce qui est bâtiment, consommation d'énergie, consommation d'eau des bâtiments, mais également la qualité de l'air, des programmes sur la réduction des déchets des habitants parisiens. Nos publics sont assez divers. On travaille principalement à destination du grand public et donc des habitants et des copropriétaires de la ville. Mais on a également beaucoup d'interfaces avec les acteurs économiques, que ce soit des pouvoirs publics ou des entreprises privées. On travaille beaucoup avec les professionnels du bâtiment que vous êtes aujourd'hui, et puis un petit peu avec des décideurs locaux et européens, nationaux et européens. Le volet qui nous anime aujourd'hui, Solutions Pro, la traduction, c'est Coach CoPro, c'est notre plateforme informatique d'accompagnement des copropriétés et du marché de la rénovation à Paris et en métropole du Grand Paris. Concrètement, Coach CoPro, ça prend la forme de l'accompagnement d'un conseiller qui est dédié à la copropriété. On a un conseiller par arrondissement, donc chaque copropriétaire qui s'inscrit va bénéficier d'un accompagnement renforcé par le conseiller de l'arrondissement. Le deuxième élément de Coach CoPro, c'est de la mobilisation du public, de la sensibilisation à travers des outils vidéo, des fiches, des retours d'expérience, des webinaires, tout un tas de supports d'animation pour faire monter les gens en compétences et se sensibiliser au sujet. Et puis, bien sûr, un annuaire de professionnels dont certains d'entre vous sont inscrits. Pour ceux qui ne le sont pas, vous pouvez vous rapprocher de nous pour vous faire enregistrer si vous souhaitez faire partie de la démarche de la rénovation des copropriétés à Paris. Et voilà, mon dernier mot avant de laisser parler l'expert. Donc, le prochain événement du réseau Solutions Pro aura lieu le 25 octobre et ce sera un rendez-vous de lancement du programme Éco-Rénovons Paris Plus. Donc, pour ceux qui connaissent, Éco-Rénovons Paris existait depuis 2016. Il arrivait au terme d'une première phase en 2021. Et là, on va lancer officiellement le programme qui s'appelle Éco-Rénovons Paris Plus, qui est programmé sur les prochaines années. Et il y a quelques évolutions sur le règlement, sur la nature des aides qui vont être octroyées. Donc, je vous invite à suivre sur notre site internet. L'événement sera publié officiellement sur notre site dans les jours qui viennent. Et je vous invite à vous y inscrire et nous y rejoindre le 25 octobre. Ce sera au pavillon de l'Arsenal. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole à Stéphane. Très bien, merci. Alors, je vais partager. Hop, 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 hop. Alors, par contre, il faut me dire où je partage, parce que là, j'ai pas d'onglet partagé.
Ah, on ne vous entend plus. Vous devriez avoir un petit bouton en bas, partager l'écran. Ah, c'est bon. Ouais, Ouais, c'est bon? ouais, il vient d'apparaître. C'est D'accord. bon. Oui, c'était le temps que je quitte le mien. OK. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez? Alors là, pour l'instant, on voit votre fenêtre Windows. Ah bon? On ne voit pas la bonne fenêtre. Parce que moi, vous êtes en train de partager votre écran et arrêter le partage. Et j'ai sur l'écran le PowerPoint. Vous avez deux écrans peut-être? Non, j'en ai qu'un. Un seul? Alors, vous pouvez peut-être arrêter le partage et Ah, attendez, relancer. Et oui, normalement, je il vais vous refaire demande quelle un. fenêtre vous Ouais, je vais voulez. refaire écran. Ouais, voilà, là, c'est bon, on Là, voit. c'est bon? Ouais, OK, parfait. parfait. Merci. Ouais. Non, je suis plus familiarisé avec Teams qu'avec Zoom. Ouais, pas de souci. Donc déjà, merci beaucoup à l'APC de nous avoir sollicité pour proposer une présentation sur le dispositif RGE études. Donc brièvement, moi je suis Stéphane Mouchot, je suis le directeur général de l'OPQIBI. Et donc, je vais commencer par vous présenter ce qu'est l'OPQIBI pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc l'OPQIBI, c'est l'organisme de qualification des prestataires d'ingénierie, c'est-à-dire qu'on délivre des qualifications à tout prestataire qui exerce l'ingénierie à titre principal, donc des bureaux d'études, des ingénieurs conseils, des sociétés d'ingénierie ou accessoires, hein, puisque la qualification est accessible à toute structure qui réalise des prestations d'ingénierie, même pour 1% de ses activités. Nos domaines de qualification, c'est en gros la construction, bâtiment, infrastructure et tout ce qui est performance environnementale et performance énergétique. Et la qualification, qu'est-ce que c'est? La qualification, son objet, c'est d'attester de la compétence et du professionnalisme d'une entreprise, d'une structure, hein. On est bien sur de la qualification de personnes morales. On ne qualifie pas les personnes physiques, c'est-à-dire on ne qualifie pas les salariés, on ne qualifie pas les fonctionnaires, on qualifie les personnes morales. Sur le fondement d'informations contrôlées et régulièrement actualisées, et ce pour une prestation déterminée. Donc, c'est important, j'y reviendrai un peu plus tard. C'est-à-dire qu'on n'est jamais qualifié globalement, on est toujours qualifié pour une prestation. Alors, par exemple, l'audit énergétique des maisons individuelles, hein, et on est qualifié en audit énergétique maison individuelle. On ne peut pas dire je suis qualifié au PQIBI globalement. L'objectif de la qualification PQIBI, mais de toute qualification, hein, que ce soit Qualibat, Qualifélec ou Quali-ENR, c'est en priorité aider les clients, donc maîtres d'ouvrage ou donneurs d'ordre, lorsqu'ils ont à trouver, à sélectionner des prestataires pour réaliser des prestations. S'agissant de l'ingénierie, qui n'est pas une profession réglementée, un autre objectif, c'est de structurer l'offre d'ingénierie, puisqu'il n'existe pas de nomenclature des prestations d'ingénierie. Et la nomenclature de qualification au PQIBI est là aussi pour structurer l'offre de prestations et permettre aux utilisateurs, maîtres d'ouvrage ou donneurs d'ordre, d'identifier les prestations de l'ingénierie. Et partant de tout cela, améliorer la qualité des ouvrages, notamment par une montée en compétences des prestataires. Alors, l'OPQIBI, c'est une association de loi 1901, hein, donc, qui a été créée en 1969, qui a commencé à délivrer ses qualifications en 1976. Et au sein de cette association, toutes les instances sont composées à parité de représentants de la maîtrise d'ouvrage ou des donneurs d'ordre, des prestataires d'ingénierie et des organismes institutionnels type ADEME, type CSTB, type l'agence qualité construction, par exemple. L'OPQIBI est accrédité par le Comité français d'accréditation depuis 2009 sur la base d'une norme qui est une norme dédiée aux organismes de qualification. Et cette accréditation, elle a pour objectif d'attester de l'indépendance, de la transparence et de l'impartialité de notre fonctionnement et de notre processus de qualification. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, le COFRAC est en train de nous évaluer.
Et nous disposons de protocoles avec les pouvoirs publics, le ministère en charge de l'industrie et le ministère en charge de la transition énergétique et environnementale, ce qui nous confère une mission d'intérêt général. Et depuis 2015, nous sommes présidés par un représentant de la maîtrise d'ouvrage public, qui est François Guillot, qui est issu de l'Association des ingénieurs territoriaux de France et qui, jusqu'à récemment, était directeur général des services techniques de la ville de Caen. Alors, très rapidement, comment on fonctionne, quelles sont nos instances. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'exception du secrétariat général que je dirige, toutes les instances de l'organisme sont composées de professionnels et de professionnels métiers qui soient issus de la maîtrise d'ouvrage, qui soient issus de l'ingénierie ou d'organismes institutionnels. Donc, dans toutes nos instances, vous avez des professionnels. Donc, je passe sur l'Assemblée générale et le conseil d'administration, ça c'est valable pour toute association. Nos spécificités en tant qu'organisme de qualification, c'est d'abord d'avoir des instructeurs. On a à peu près 170 aujourd'hui. Ce sont des professionnels qui sont mandatés par l'organisme et dont le rôle est d'examiner les demandes de qualification et de donner leur avis sur ces demandes à des comités de qualification, au nombre de 7, qui, eux, sont chargés de décider de l'attribution ou non des qualifications en fonction des résultats des instructions. Nous avons une commission supérieure qui est chargée d'examiner les recours des postulants, des entreprises postulantes, quand on refuse une qualification. Donc, elles peuvent déposer des recours. Et il y en a de plus en plus, des réclamations des tiers ou des clients à l'encontre de sociétés qualifiées parce que ces clients ou ces tiers ne seraient pas satisfaits des prestations réalisées par ces qualifiés. Et enfin, nous avons une instance qui est dédiée à l'évolution de notre nomenclature de qualification, qui n'est pas figée, puisqu'on édite une version de notre nomenclature de qualification tous les ans, en février en général. Donc, il faut bien faire attention quand on souhaite utiliser la nomenclature de bien avoir la dernière version disponible, qui est disponible bien évidemment sur notre site web. Alors, les textes de référence que l'on utilise pour qualifier, il y en a 3 en gros. Ce sont le référentiel de qualification, le référentiel qui va décrire les exigences générales auxquelles doivent satisfaire toutes les sociétés postulantes à une qualification. On a ensuite la nomenclature de qualification, et la nomenclature de qualification, c'est celle qui définit le contenu technique des différentes prestations correspondant à nos diverses qualifications. On en a aujourd'hui un peu moins de 200 qualifications dans tous les domaines. Et donc, pour chacune de ces qualifications, il y a une description technique et éventuellement des critères spécifiques complémentaires à satisfaire, en plus des critères généraux qui ont été définis dans le référentiel. Et nous avons un manuel des procédures d'attribution, de suivi et de renouvellement des qualifications qui, comme son nom l'indique, informe sur la manière dont nous attribuons, dont nous contrôlons et dont nous renouvelons les qualifications. Donc là, ce sont les 3 textes de base qu'un postulant doit bien avoir à l'esprit lorsqu'il souhaite demander une qualification. Alors justement, les critères de qualification, quels sont-ils? Il y en a toujours de 3 ordres. On est sur tout d'abord les critères légaux, administratifs, juridiques et financiers. Le but, c'est de vérifier la capacité à contracter d'une structure et sa pérennité. Donc, on va regarder notamment, on va identifier la structure, regarder ses activités, regarder l'évolution de son chiffre d'affaires, de ses effectifs et surtout, on va vérifier que cette structure est bien assurée pour les prestations pour lesquelles elle demande des qualifications. Donc, assurée en responsabilité civile professionnelle et exploitation, quelle que soit la qualification demandée, et en responsabilité civile décennale pour les qualifications pour lesquelles la décennale est nécessaire. Ensuite, nous avons les critères techniques qui portent sur les moyens d'une structure, puisqu'une structure qui postule à une qualification, elle doit disposer de moyens propres, notamment des moyens humains, évidemment, des collaborateurs, des compétences internes, des moyens matériels et, en fonction des qualifications, des outils méthodologiques. Donc, on demande un certain nombre de justificatifs, tels que les CV détaillés, les copies de diplômes éventuels, les justificatifs de formation,
pour vérifier qu'un collaborateur est bien un collaborateur de la structure et non pas un co-traitant ou un sous-traitant, on demande non plus la DADS, mais la DSN. Donc, pour vérifier que M. Dupont, qui a été indiqué comme compétent pour réaliser des audits énergétiques, ce M. Dupont, il fait bien partie de la société et qui n'est pas une personnalité extérieure. Et enfin, la troisième série de critères sont les critères techniques qui portent sur les références d'une structure postulante. Donc, puisqu'une structure doit nous présenter une liste de références et également des références détaillées. Et en fonction des qualifications, donc le nombre varie. Ça peut être 1, ça peut être 3, ça peut être 10, en fonction des qualifications. Donc, sur la base d'attestations de référence que les postulants doivent faire remplir et signer par leur donneur d'ordre, les pièces contractuelles qui vont nous permettre de vérifier que c'est bien la structure postulante qui a réalisé la mission qu'elle présente pour justifier une demande de qualification, et les pièces techniques, des rendus d'études, des rapports d'audit, des CCTP, donc en fonction des qualifications. Et donc, c'est sur la base de tout cela que l'on va examiner la demande de qualification. Alors, quelques chiffres au jour d'aujourd'hui. Donc, à ce jour, on est à 2525 structures qualifiées. Donc, par structure, j'entends sirène, et non pas SIRET, donc, puisque nous ne qualifions pas les établissements secondaires qui font partie du SIREN. Pareil, nous ne qualifions pas les groupes qui possèdent différentes filiales. Les filiales sont obligées de demander leur qualification. Donc, il n'y a pas de qualification de groupe à l'OPQIBI. 80% de ces structures sont des TPE, donc ce qui est le cas depuis très longtemps, de moins de 20 salariés, ce qui est aussi le cas depuis très longtemps, mais la taille des qualifiés diminue d'année en année, et notamment compte tenu de l'arrivée massive de structures qui ont demandé leur qualification en audit énergétique maison individuelle depuis 2 ans. Où là, on a vraiment de toutes petites structures d'une personne, 2 éventuellement. Donc, la taille des structures qualifiées diminue et quand je dis 80% de moins de 20 salariés, dans les faits, on est à un peu plus de 60% de structures de moins de 9 salariés, on est à 15% de structures unipersonnelles. Parmi ces 2525 structures, il y en a 1244, donc la moitié, qui sont titulaires d'au moins une qualification RGE. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Et sur ces 2525 structures, il y en a 611 dont le siège est basé en Île-de-France. Et sur ces 611, il y en a 265 qui sont titulaires d'au moins une qualification RGE. Ces 2525 structures, elles se partagent actuellement 13 500 qualifications en cours de validité, soit une moyenne d'environ 5,5 qualifications détenues par structure qualifiée. Alors, je vous ai mis un petit graphique d'évolution du nombre de qualifiés entre 2011 et fin 2021. Et ça a encore augmenté. Mais donc, on est sur une pente voilà, ascendante et ça s'est accéléré depuis fin 2020 avec les audits énergétiques maison individuelle liés à MaPrimeRénov'. La répartition des qualifiés, j'en parlais tout à l'heure, donc fin 2021, donc vous voyez, c'est la règle des 80-20, et si on prend les structures de 1 à 5 personnes, vous avez 40% des structures qualifiées qui ont moins de 5 personnes. Voilà pour la présentation. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet du dispositif de qualification RGE. Alors, aujourd'hui, à l'OPQIBI, vous avez 18 qualifications qui sont reconnues RGE. Donc, sur les 200 qualifications à peu près de notre nomenclature, il y en a 18 qui font objet de la reconnaissance RGE études. Donc, il y en a 2 en audit énergétique. C'est les audits énergétiques maisons individuelles et les audits énergétiques des bâtiments tertiaires ou habitations collectives. 2 en solaire thermique, en études et en maîtrise d'œuvre, et 2 en solaire photovoltaïque,
en études et en maîtrise d'œuvre. Donc, je me focaliserai un peu plus aujourd'hui sur ces qualifications, parce qu'on avait vu avec l'APC que c'était surtout sur ces qualifications RGE études qu'il était bon de s'attarder. Alors, vous avez un petit tableau voilà, du nombre de qualifiés, justement RGE en audit énergétique, solaire thermique et solaire photovoltaïque en France à ce jour et en Île-de-France. Donc, bon, sans grande surprise, ce sont les audits énergétiques pour lesquels on a le plus de qualifiés, et notamment les audits énergétiques maison individuelle. Et depuis maintenant 2 ans, le solaire thermique est en perte de vitesse. On est passé d'un peu plus d'une centaine à 50-60, et c'est le solaire photovoltaïque depuis 2 ans qui a doublé son nombre de qualifiés. Donc voilà, il y a un croisement entre les deux types de solaire, et aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes de qualification en solaire photovoltaïque. Alors, la reconnaissance RGE études, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une reconnaissance qui a été initiée par l'ADEME. Alors, je ne sais pas si on a des gens de l'ADEME aujourd'hui, et les pouvoirs publics en 2013 par une charte qui s'appelle la charte RGE études, et qui a fait suite au dispositif RGE travaux qui avait été mis en place début des années 2010 dans la foulée du Grenelle de l'environnement, et donc qui concernait les travaux. Donc la charte RGE études, elle ne concerne que les prestations intellectuelles concourant à la performance énergétique des bâtiments et des installations d'énergie renouvelable. Et elle en définit les modalités d'obtention de la reconnaissance RGE pour les qualifications délivrées aux professionnels. Donc, on a d'un côté les qualifications, les organismes de qualification, et ces qualifications, en tout cas une partie de ces qualifications, peuvent avoir obtenu la reconnaissance RGE études, ce qui est le cas pour l'OPQIBI avec ses 18 qualifications. L'objectif de la charte RGE études, hein, je n'ai fait qu'un copier-coller de la charte, c'est faire monter en compétence les professionnels en les incitant à s'inscrire dans des démarches de qualification ou de certification, puisque à l'origine, en 2013, de la charte RGE études, il y avait des certifications qui étaient reconnues RGE études, notamment des certifications de CertiVA avec NF études thermiques, mais qui n'existent plus. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il ne reste plus que des qualifications. Deuxième objectif, permettre aux maîtres d'ouvrage de mieux identifier les professionnels compétents et d'y avoir recours plus largement. Et troisième objectif, mettre en avant l'importance de la qualité de la conception et du suivi de la réalisation. Puisque on a commencé assez étonnamment par le RGE travaux, alors qu'il aurait peut-être été plus judicieux de commencer par un RGE études, ce qui aurait peut-être permis d'encourager les rénovations globales plutôt que les rénovations au cas par cas. Mais bon, c'est comme ça. Il y a d'abord eu le RGE travaux et en 2013, le RGE études. Donc, piloté par l'ADEME. Alors, le RGE études, il y a l'incitation et il y a surtout le principe d'éco-conditionnalité des aides publiques qui a été posé dans la charte RGE études. C'est-à-dire qu'en 2013, l'ADEME avait décidé de lier ces aides allouées aux donneurs d'ordre des maîtres d'ouvrage en matière d'efficacité énergétique des bâtiments et des installations d'énergie renouvelable aux seuls donneurs d'ordre et maîtres d'ouvrage qui ont fait appel à des prestataires d'ingénierie titulaires d'une qualification ou d'une certification reconnue RGE. Donc, c'était un peu la carotte. Hein. C'était de dire aux maîtres d'ouvrage, voilà, nous, on a des aides, vous pouvez en bénéficier, mais pour en bénéficier, il y a déjà une condition, c'est que vous fassiez appel à un prestataire RGE études. Donc, en fonction des régions, l'éco-conditionnalité s'applique différemment. Alors, ça va être dans certaines régions plus pour les bioénergies, dans d'autres régions plus pour le solaire thermique, dans d'autres régions plus pour le solaire photovoltaïque. Mais à chaque fois, donc, il y a une volonté de l'ADEME que le maître d'ouvrage qui sollicite ces aides fasse appel à un prestataire RGE études. Et puis, alors, au départ, la charte RGE études, elle était uniquement focalisée sur le B2B, hein, c'est-à-dire sur le marché des professionnels. Et puis, 2018, en 2018, avec le CITE,
il y a eu l'introduction de cette éco-conditionnalité auprès des particuliers qui pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt s'ils faisaient appel à un prestataire RGE études en matière d'audit énergétique. Donc ça, c'était 2018, il y a eu le décret de mai 2018. Il faut avouer qu'entre 2018 et fin 2020, ça n'a pas eu un retentissement flagrant et ça a vraiment commencé à exploser fin 2020 avec MaPrimeRénov'. Donc, on verra tout à l'heure. Alors, quelles sont les exigences relatives aux qualifications RGE études? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les exigences relatives à l'attribution des qualifications RGE études, elles ont été définies dans la charte RGE études. Sauf pour 2 qualifications, notamment celle en audit énergétique, puisque là, pour ces 2 qualifications, les exigences ont été définies dans des textes réglementaires. Pour l'audit énergétique des bâtiments tertiaires ou habitations collectives, les exigences sont celles de l'arrêté du 24 novembre 2014 qui en fait concerne les audits énergétiques réglementaires, c'est-à-dire obligatoires pour les entreprises de plus de 250 salariés, qui découlent de la directive européenne efficacité énergétique, puisque ces entreprises de plus de 250 salariés, on schématise, c'est plus de 250 salariés, doivent tous les 4 ans réaliser un audit énergétique de leurs activités. Bon. Mais ensuite, cette qualification a obtenu le label RGE études. Mais les exigences sont définies dans l'arrêté du 24 novembre 2014 et non dans la charte RGE études. De même pour les audits énergétiques maisons individuelles, puisque les exigences ont été définies dans le décret du 30 mai 2018, donc qui était relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique, le CITE. Donc, pour ces 2 qualifications, les exigences sont des exigences définies dans des textes réglementaires. Et évidemment, l'ensemble de ces exigences, elles ont été intégrées dans nos textes, sans ajout, sans suppression. C'est un copier-coller des exigences réglementaires. Alors, si on rentre dans le détail des qualifications audit énergétique, solaire thermique et solaire photovoltaïque, et si on commence par l'audit énergétique bâtiment tertiaire ou habitation collective, alors j'ai juste fait un lien et normalement, voilà, vous avez à l'écran le contenu de la qualification. Donc, ça, c'est ce que vous retrouvez sur notre site Internet, c'est sur la nomenclature en ligne. Donc, la qualification 1905, vous avez sa définition qui est une définition qui émane de l'arrêté du 30 décembre 2017. Donc, c'est pareil, c'est un copier-coller d'un texte réglementaire. Les exigences pour cette qualification. Donc, ça, c'est très important parce que ça occasionne beaucoup d'interrogations. Pour obtenir une qualification audit énergétique bâtiment tertiaire ou habitation collective, il y a un principe, comme pour toutes les qualifications RGE, c'est qu'il doit y avoir des référents techniques. Ces référents techniques, ils ont été définis comme soit réalisant la prestation, c'est-à-dire audit énergétique, soit validant les rapports d'audit énergétique. En gros, voilà, pour être référent technique, c'est soit je suis une personne qui réalise la prestation, soit je valide et je contrôle la prestation réalisée par d'autres collaborateurs. Donc, et il en faut 1 par tranche d'effectifs de 10. Donc, comme on est souvent en audit énergétique face à des petites structures, il est rare qu'il y ait plus d'un référent technique. Mais ça peut arriver. Donc, les référents techniques, pour l'audit énergétique bâtiment tertiaire ou habitation collective, il doit être thermicien. Voilà. Donc, ça, c'est la première exigence et toutes les autres exigences sont cumulatives. Donc, c'est un thermicien qui, en plus, doit avoir suivi une formation de 3 jours à l'audit énergétique. Et le contenu de la formation, en tout cas les objectifs pédagogiques, ont été définis dans l'arrêté du 24 novembre 2014. Et donc, il n'y a pas d'alternative à la formation. Alors, vous êtes thermicien depuis 25 ans, vous exercez la thermique depuis 25 ans, vous devez quand même faire une formation à l'audit énergétique. Il n'y a pas d'alternative.
C'est comme ça, c'est l'arrêté du 24 novembre 2014 qui l'a prévu. Donc, être thermicien, avoir suivi une formation de 3 jours à l'audit énergétique et en plus avoir une expérience dans le domaine des audits énergétiques en fonction de votre niveau de formation initiale qui varie de 3 à 7 ans. Donc, je suis ingénieur thermicien, je dois avoir une expérience de 3 ans en matière d'audit énergétique. Je suis niveau technicien, je dois avoir une expérience de 4 ans en matière d'audit énergétique. Et je suis ni l'un ni l'autre, donc avec un niveau inférieur, et les autodidactes, puisque les autodidactes sont bien évidemment reconnus. Par contre, ils doivent justifier de 7 ans d'expérience professionnelle en matière d'audit énergétique. Donc, tout ça, c'est cumulatif. Ensuite, on exige des compétences dans le domaine de l'électricité courant fort et du clos et couvert. Il a été estimé que c'était important pour les audits énergétiques d'avoir ces compétences. Alors, c'est pas là pour le coup, c'est pas le référent technique qui obligatoirement doit avoir ces compétences, mais on doit retrouver ces compétences dans la structure. En termes de moyens matériels, il y a une liste de moyens matériels qui a été définie dans l'arrêté du 24 novembre 2014. Et donc, il faut justifier de la détention de tous ces matériels. Alors, vous avez luxmètre, wattmètre, ampèremètre, voltmètre, pince ampèrmétrique, équipement de mesure de température et débit de ventilation, analyseur de combustion, caméra thermique et logiciel de simulation thermique dynamique. Donc, ces matériels, ils peuvent avoir été achetés, donc on demande les factures d'achat, ils peuvent avoir été loués, on demande les factures de location, ou alors ils peuvent être prêtés et donc on demande des attestations du prêteur. En termes de méthodologie, pour cette qualification, il faut présenter une note méthodologique d'intervention qui doit s'appuyer sur les normes EN 16247.1 et 16247.2, qui sont les normes relatives aux audits énergétiques bâtiments. Et en termes de référence, il est demandé par l'arrêté du 24 novembre 2014 la présentation d'au moins 3 références d'audit énergétique bâtiment tertiaire ou habitation collective réalisées sur les 3 dernières années et achevées sur les 3 dernières années. Et pour chaque référence, outre les attestations de référence et les pièces contractuelles, il est à fournir un exemplaire complet du rapport d'audit, incluant les annexes de calcul. Et chaque rapport d'audit doit décrire l'ensemble des étapes de l'audit, dont le contact préliminaire, la réunion de démarrage, le recueil des données, la conduite du travail sur place et les visites de site. Et c'est ces rapports d'audit qui vont faire l'objet d'une analyse par nos instructeurs sur la base d'un tableau de points de contrôle. Tableau de points de contrôle, c'est quoi? C'est une grille d'évaluation qui a été fournie par l'ADEME. Et donc, vous retrouvez ces grilles d'évaluation en téléchargement sur notre site web. Et nous recommandons vivement aux postulants qui souhaitent avoir cette qualification de bien prendre connaissance de cette grille d'évaluation, donc des rapports d'audit qui nous seront présentés. Voilà pour la qualification 1905. Alors, je vais retourner. Alors maintenant, je vais vous présenter en détail la qualification audit énergétique maison individuelle. Alors, la qualification audit énergétique maison individuelle, pareil, son contenu, il a été défini par l'arrêté du 30 décembre 2017. Donc, on a repris les éléments. On précise que cette qualification ne correspond pas à la réalisation d'un DPE. C'est bien un audit énergétique et non un DPE. Les critères, vous allez voir, ce sont des critères similaires à la qualification audit énergétique bâtiment tertiaire ou habitation collective, avec quelques variantes. Donc, il faut toujours un référent technique par tranche d'effectifs de 10, qui a un rôle opérationnel dans la production et ou la validation des audits énergétiques. Ce référent technique, il doit être soit thermicien,
soit responsable de travaux. Alors pourquoi? Parce que dans le décret de mai 2018, sont autorisés à réaliser des audits énergétiques différents acteurs. Parmi ces acteurs, vous avez les prestataires d'ingénierie, d'où la qualification 1911 de l'OPQIBI, mais vous avez aussi les entreprises. Hein. Donc, Calibat attribue également une qualification en audit énergétique maison individuelle. Donc, pour réaliser ces prestations permettant d'obtenir les aides publiques. Donc, il faut que ces deux types d'acteurs soient qualifiés. Et puis, vous avez un autre acteur que sont les architectes qui, eux, pour lesquels il n'est pas exigé de qualification, mais il y a un dispositif particulier avec notamment une exigence de formation. Mais s'agissant des bureaux d'études et des entreprises, donc pour faire bénéficier ces clients des aides publiques, il faut être qualifié. Et donc, nous, c'est la qualification 1911 et Calibat a une autre qualification, mais ce sont les mêmes exigences. Mais c'est pour ça que l'on retrouve en tant que référent technique non plus seulement les thermiciens, mais également des responsables de travaux. Donc, soit thermicien, soit responsable de travaux, ayant suivi une formation minimum de 2 jours à l'audit énergétique, dont le contenu a été défini dans le décret de mai 2018. Par contre, il y a une alternative à la formation pour ceux qui ne souhaiteraient pas passer la formation estimant qu'elle est inutile, c'est de faire valider ses compétences par la réussite à un QCM. Donc, le QCM, ce sont les organismes de qualification qui les font passer sur la base de questionnaires qui ont été élaborés par l'ADEME et donc que l'ADEME nous a transmis. Et donc, on fait passer des QCM, donc 30 questions en 40 minutes et il faut avoir 80% de bonnes réponses pour être validé, pour voir ses compétences validées. Voilà. Par contre, on ne peut passer le QCM que si on est thermicien ou responsable de travaux. Si on n'est pas thermicien ou responsable de travaux, ça ne marche pas. Sur cet aspect thermicien, un diagnostiqueur immobilier qui fait du DPE, s'il n'a pas d'expérience parallèle ou antérieure en thermique, n'est pas reconnu comme thermicien. Donc, il ne peut pas être référent technique. Donc, ça, c'est important parce que c'est souvent la question qu'on nous pose. En plus de la formation, il y a bien évidemment une expérience qui est requise, non pas là en audit énergétique, mais en rénovation énergétique pour les référents techniques. Et en fonction du niveau de formation initiale, la durée d'expérience varie entre 1 et 5 ans. Donc 1 pour des niveaux ingénieurs, 1 an, et 2 et 5 pardon, pour des autodidactes, par exemple. En termes de moyens matériels, il y a une liste qui a été fixée. Donc, un postulant doit justifier de l'achat, de la location ou du prêt de ces matériels. Et il y a 3 rapports d'audit énergétique de maison individuelle à nous fournir qui ont été réalisés là sur les 2 dernières années avec, outre les attestations de référence et les pièces contractuelles, donc un exemplaire de rapport d'audit complet incluant les annexes de calcul. Et c'est pareil, ces rapports d'audit vont être évalués sur la base d'un tableau de points de contrôle, donc une grille d'évaluation spécifique qui a été élaborée par l'ADEME et donc que vous retrouvez également sur notre site. Alors, un petit nota concernant cette qualification. Donc là, le décret de mai 2018, c'était le décret qui faisait référence au crédit d'impôt transition énergétique. Donc maintenant, c'est MaPrimeRénov' notamment, même s'il y a d'autres types d'aides. Donc, en gros, un particulier qui souhaite réaliser un audit énergétique de sa maison, il peut bénéficier d'une prise en charge via MaPrimeRénov' de son audit énergétique que s'il fait appel à un acteur autorisé, donc parmi les 3 que je vous ai cités, un bureau d'études qualifié, une entreprise qualifiée ou un architecte ayant suivi une formation. Ça, c'est pour les audits énergétiques aidés. Mais vous savez qu'avec la loi climat et résilience, il est prévu un audit énergétique réglementaire, on appelle les audits énergétiques passoires,
qui devait entrer en vigueur en janvier de cette année, qui a été reporté une première fois en septembre et qui est reporté maintenant à avril 2023. Et donc, ces audits qui seront obligatoires lors de la vente d'une maison ou d'un immeuble en monopropriété considéré comme une passoire énergétique, c'est-à-dire dont le diagnostic de performance énergétique DPE est de classe F ou G, donc à partir d'avril 2023. Ces audits énergétiques vont pouvoir être réalisés par différents types d'acteurs. Les acteurs qualifiés au titre de la 1911 ou de la qualification Qualibat pour les bureaux d'études et les entreprises. Les architectes également du décret de mai 2018 et a été ajouté dans un décret de mai 2022 les diagnostiqueurs immobiliers selon certaines conditions. Donc, un quatrième type d'acteur va pouvoir réaliser ces audits énergétiques passoires. Mais si vous êtes bureau d'études et que vous souhaitez réaliser ces audits énergétiques, donc si vous êtes titulaire de la qualification au PQIBI 1911, voire 1905, donc vous êtes autorisé à réaliser ces audits énergétiques passoires. Voilà. Donc la qualification 1911, elle est utile pour les audits énergétiques aidés, mais également pour les audits énergétiques passoires à compter d'avril 2023. Alors, les qualifications en thermique. Donc, on en a deux. Vous avez les études et la maîtrise d'œuvre, donc c'est-à-dire les études plus le suivi de chantier. Et je vais m'attarder plus particulièrement sur celle-là. Donc, c'est la qualification 2014, qui s'appelle ingénierie des installations de production utilisant l'énergie solaire thermique. Donc là, ça concerne les prestations de maîtrise d'œuvre pour des installations de production d'énergie thermique utilisant l'énergie solaire par le biais de capteurs thermiques d'une surface collective de capteurs supérieure ou égale à 20 mètres carrés, y compris les installations de contrôle-commande et de gestion de l'énergie produite, ainsi que l'ensemble des utilités nécessaires. Alors, bien évidemment, si vous demandez cette qualification et que vous l'obtenez, vous obtenez automatiquement la qualification d'études 2010 en solaire thermique. Il n'y a pas besoin de demander les deux qualifications. En termes d'exigence pour les moyens humains, c'est valable aussi bien pour la 2010 que pour la 2014. Donc, les référents techniques doivent être des thermiciens ayant suivi une formation de 3 jours qui a été définie par l'ADEME. Cette formation, elle peut être dispensée, un postulant peut s'en dispenser s'il réussit un QCM dans les mêmes conditions que je vous ai présentées tout à l'heure pour l'audit énergétique maison individuelle. Et en plus, il doit avoir une expérience qui varie de 3 à 7 ans en fonction de son niveau de formation initiale, une expérience dans le domaine de la thermique et du solaire thermique. Vous avez pareil les moyens matériels qui sont nécessaires d'avoir, en tout cas de démontrer que la structure les détient. Il faut présenter une méthodologie utilisée pour la réalisation des études. Et cette méthodologie devra inclure dans les étapes du projet la prise en compte de la démarche de mise en œuvre dynamique et indiquer les critères de choix du dispositif de suivi. Et pour cela, il est possible de se baser sur les outils mis gratuitement à disposition sur la plateforme Socol. Et donc, la méthodologie doit le prendre en compte. En termes de références, là, l'ADEME a opté pour un nombre de références moindre, puisqu'il en faut une. Donc, une référence de maîtrise d'œuvre en solaire thermique, achevée depuis moins de 4 ans. Et pour cette référence, outre les attestations, l'attestation de référence et les pièces contractuelles, on demande de fournir une étude de faisabilité ou avant-projet comportant une note de définition des besoins ainsi que l'analyse technico-économique, un extrait du CCTP du lot génie climatique ou plomberie portant sur la production solaire thermique, les plans et les schémas des capteurs et du dispositif de production stockage-comptage, les résultats du calcul de simulation et une sélection de visa et compte rendu d'OPR relative à l'installation solaire. Alors, au cas où la référence ne comprendrait pas une étude de faisabilité ou un avant-projet, ce qui arrive parce que le maître d'ouvrage avait fait son étude de faisabilité par un autre prestataire ou en amont, il est possible de présenter une deuxième référence qui porte sur une étude de faisabilité. Et donc, on examinera ces deux références à partir du moment où on a bien l'ensemble des éléments inclus sur ces deux références. En plus,
pour la qualification de maîtrise d'œuvre, il est demandé de fournir la preuve d'une offre de suivi de la performance énergétique de l'installation pendant 3 ans. Donc, l'ADEME a défini ce que l'on entendait par cette offre de mission. Elle doit comprendre un accompagnement des usagers et des exploitants à la prise en main et à la bonne utilisation et maintenance de l'installation, comprenant notamment les notices d'utilisation et d'exploitation énergétique des visites annuelles, et la mise en place du suivi des consommations énergétiques et d'une analyse de ces consommations. Donc, pour la partie maîtrise d'œuvre, évidemment, on ne le demande pas pour la qualification 2010 en études, mais pour la partie maîtrise d'œuvre, ça, c'est obligatoire. Alors, ça ne veut pas dire que le maître d'ouvrage a confié la mission, mais le postulant doit apporter la preuve qu'il fait ce type de proposition à ses maîtres d'ouvrage. L'idée de l'ADEME, c'était de dire plus les bureaux d'études feront ce type de proposition, plus les maîtres d'ouvrage y seront sensibles et leur confieront ces missions. Voilà, et donc pareil, je vous encourage à regarder le tableau de point de contrôle, c'est-à-dire la grille d'analyse de l'ADEME pour analyser la référence en solaire thermique. Je termine par le solaire photovoltaïque. Pareil, je vais m'attarder plutôt sur la qualification maîtrise d'œuvre. Études plus suivi de chantier. Donc, c'est les mêmes types de critères. Un référent technique. Alors, cette fois-ci, le référent technique, bien évidemment, ce n'est pas un thermicien, mais un spécialiste en électricité et en photovoltaïque. Hein, donc, il faut avoir la double compétence. Il doit avoir suivi une formation ou il doit faire valider ses compétences par le passage à un QCM et il doit avoir une expérience dans le domaine du photovoltaïque entre 3 et 4 ans en fonction de son niveau de formation initiale. Les moyens matériels qu'il y a à posséder, notamment des logiciels. On demande de préciser la méthodologie pour la réalisation des études. Et là, c'est pareil, il faut fournir une référence achevée depuis moins de 4 ans avec les mêmes types de justificatifs que l'on demande pour le solaire thermique et l'offre de suivi de la performance énergétique de l'installation également pendant 3 ans. Et ça, donc, la référence sera analysée sur la base du tableau de point de contrôle de l'ADEME. Donc, voilà pour très rapidement le contenu de ces qualifications. Vous avez tout ça disponible sur le site, hein, bien évidemment. Donc, vous retrouvez toutes ces informations. Alors, comment on obtient une qualification RGE? Comme pour toute qualification, on doit constituer un dossier. Ce dossier, il doit être constitué sur notre site extranet, hein, puisque tout est dématérialisé à l'OPQIBI depuis maintenant plusieurs années. Donc, vous remplissez un dossier sur votre espace extranet. Donc, on vous donne un identifiant, un mot de passe. Vous générez votre espace, vous le remplissez. Vous le validez. Une fois qu'il est validé, vous allez télécharger toutes les pièces justificatives qui sont demandées. Donc, vous aurez un récapitulatif des pièces justificatives et vous devez les télécharger en fonction de votre demande. La seule chose que vous devez nous envoyer, c'est la lettre d'engagement datée et signée. Donc, vous devez l'imprimer, la dater et la signer et nous l'envoyer soit par mail, soit par courrier. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on va enregistrer la demande. Cette demande va faire l'objet d'une étude de recevabilité administrative par mes services du secrétariat général. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vérifier que le dossier il est complet. S'il est complet, il va être mis en instruction. Donc, on va mandater un instructeur ou plusieurs s'il y a plusieurs qualifications pour instruire la demande de qualification. Cette instruction reposant sur l'examen technique des pièces du dossier, avec évaluation des références produites sur la base des tableaux de points de contrôle de l'ADEME, et les résultats d'une enquête réalisée auprès des clients de la structure postulante, puisque nous allons interroger, au moment de l'étude de recevabilité administrative, nous envoyons un questionnaire dématérialisé à tous les clients qui sont cités dans le dossier du postulant et pour avoir leur appréciation sur les prestations qui ont été réalisées. Donc, au minimum, un instructeur a 1 mois pour instruire le dossier. Il peut y avoir des échanges durant cette instruction avec le postulant. Donc, si l'instructeur a des interrogations, s'il y a des manques, il peut aussi interroger les clients du postulant. Et une fois l'instruction finalisée, l'instructeur vient présenter les résultats de cette instruction devant un comité de qualification.
qui va décider d'attribuer ou non la qualification. S'il y a décision d'attribution, il y aura notification et délivrance d'un certificat. S'il y a refus, il y aura notification du refus avec les motivations et notamment la transmission des tableaux de points de contrôle pour permettre aux postulants de voir là où ça a pêché au niveau de ses références. Mais on envoie également ces tableaux de points de contrôle lorsque la qualification est attribuée dans un souci d'amélioration continue, puisque ça permet au bureau d'études de voir là où il y a des points faibles. Alors, il peut y avoir deux types de résultats en matière d'attribution. Soit tous les critères sont satisfaits par le postulant et donc il y a attribution d'une qualification ferme et pour une durée de 4 ans. Par contre, pour les structures qui n'ont pas encore ou pas de référence en nombre suffisant, il y a la possibilité d'avoir une qualification probatoire. Donc, cette qualification probatoire, elle permet d'attester de la capacité d'une structure à réaliser une prestation, mais comme nous n'avons pas de référence à analyser, donc on ne peut pas attester que cette structure a déjà réalisé à la satisfaction du client cette prestation. Donc, il y a une qualification probatoire et cela est notamment, a été fait notamment pour les structures nouvellement créées ou en cours de diversification. Une structure nouvellement créée, évidemment, n'a pas encore forcément de référence ou pas en nombre suffisant, et donc, mais elle peut quand même s'inscrire dans la démarche de qualification. Et donc, la qualification probatoire est reconnue, la qualification probatoire RGE, mais comme pour toutes les qualifications probatoires, est reconnue au même titre que la qualification. Sauf qu'on n'a pas le même type de certificat, on a un certificat de qualification probatoire et non un certificat de qualification. Une qualification a une durée de validité de 4 ans, sous réserve de la satisfaction des contrôles annuels, puisque durant cette période de validité, il y a 3 contrôles annuels qui doivent nous permettre de vérifier qu'une structure continue de satisfaire aux critères légaux, administratifs, juridiques, financiers et moyens. Donc, c'est notamment qu'est-ce qu'on va regarder dans le cadre de ces contrôles annuels, plus précisément, 1, que la structure est toujours assurée, et 2, que ses compétences internes sont toujours présentes. Si ce n'est pas le cas, on va vérifier que ces compétences internes ont été remplacées par des compétences internes équivalentes. Donc, on va examiner les compétences des nouveaux collaborateurs. S'il n'y a pas eu de remplacement, la qualification est dans un premier temps suspendue. Et si, alors pour une durée de 6 mois dans le cadre du dispositif RGE études, et si au bout des 6 mois, les collaborateurs compétents n'ont pas été remplacés, et la qualification est retirée. Une qualification probatoire, elle, a une durée de validité de 1 an, renouvelable au maximum une fois, donc 2 ans. Mais au bout de 2 ans, il y a obligation de présenter le nombre de références requis. Alors, c'est valable pour toutes les qualifications et notamment toutes les qualifications RGE, études, sauf une, la qualification RGE audit énergétique maison individuelle, pour laquelle la durée de validité de la qualification oratoire est de 1 an non renouvelable. Donc là, c'est au bout d'1 an, il y a obligation de présenter des références d'audit énergétique maison individuelle. Et bien évidemment, si à tout moment les critères de qualification ne sont plus satisfaits par une structure qualifiée, il y a suspension et ou retrait de la qualification. Alors justement, ce n'est pas parce qu'une structure demande une qualification qu'elle l'obtient. En 2021, on avait un taux de refus d'à peu près 20% globalement, aussi bien pour les premières demandes que les renouvellements. Et ce taux, il grimpait à 40% pour les premières demandes de qualification. Donc, 40% des demandes de qualification aboutissaient à un refus. Une structure qui n'a pas obtenu une qualification qu'elle avait demandée peut déposer un recours. Alors, dans un premier temps, c'est un recours amiable. Donc, on a notifié les motivations du refus et le postulant a 2 mois pour déposer un recours en présentant de nouveaux justificatifs. Et il y a dans ce cas-là une nouvelle instruction par un nouvel instructeur et un nouvel examen du dossier en comité de qualification. Si ce recours amiable aboutit toujours à un refus, il y a une étape ultime, c'est le recours auprès de la commission supérieure. Et là, le but de la commission supérieure, ce n'est pas de refaire une instruction,
c'est de vérifier que le comité de qualification, au regard des critères du référentiel et de la nomenclature, a eu raison ou non de refuser la qualification. Parallèlement, tout client ou tiers qui n'est pas satisfait d'une prestation réalisée par un prestataire qualifié au PQIBI peut déposer une réclamation auprès de l'organisme, auprès de l'OPQIBI, et cette réclamation sera instruite par notre commission supérieure également dans un délai de 6 mois. Et depuis 2 ans, il y a une explosion des réclamations contre les qualifiés audit énergétique maison individuelle et notamment contre les qualifiés audit énergétique maison individuelle qualifiés en probatoire. Hein, puisque en 2021, 90% des demandes de qualification audit énergétique maison individuelle étaient de demandes de probatoire. Et donc, voilà, on a une explosion des réclamations, alors quelquefois non justifiées, mais parfois justifiées. Alors, le coût de la procédure. Donc, vous avez différents types de coûts sur 4 ans, au moment de l'achat du dossier, au moment de l'instruction du dossier, au moment de la décision. Globalement, ce qu'il faut savoir, et au moment des contrôles annuels. Bon. En 2021, pour 5,4 qualifications détenues, on a le coût pour une structure versée à l'OPQIBI était de 900 € hors taxe par an pour ces 5,4 qualifications. Donc ça, c'est une moyenne, bien évidemment. Il y en a qui payent plus, il y en a qui payent moins. Pour les TPE, PME, avec 3-4 qualifications, on a en moyenne un coût par an versé à l'OPQIBI de 300 à 400 € hors taxe. Donc voilà en gros les coûts moyens en fin 2021. Alors, je vais terminer sur comment trouver des prestataires qualifiés RGE Études. C'est pour les donneurs d'ordre et les maîtres d'ouvrage, c'est quand même important. Donc, tout d'abord, il y a l'annuaire en ligne OPQIBI. Donc, vous allez sur opqibi.com et vous pouvez trouver des prestataires RGE Études en audit énergétique, en solaire thermique, en solaire photovoltaïque, avec différents types de critères par zone géographique, par taille, par sirène, par raison sociale. Et bien évidemment, vous retrouvez tous les qualifiés RGE Études sur l'annuaire des entreprises RGE de France Rénov', donc francerénov.gouv.fr, puisque on alimente l'annuaire France Rénov' donc via notre base de données. Et donc, vous retrouvez ces qualifiés RGE Études, même s'il y a quelques bugs. Si vous êtes maître d'ouvrage ou donneur d'ordre et que vous avez un candidat qui vous produit un certificat de qualification au PQIBI, et notamment un certificat de qualification au PQIBI RGE, j'attire votre attention sur plusieurs choses. Déjà, de bien toujours vérifier la date de validité du certificat. Parce que malheureusement, on a des sociétés qui ne sont plus qualifiées depuis 2, 3, 4 ans et qui continuent à transmettre dans des dossiers de consultation, par exemple, des certificats dont la validité est échue, et certains maîtres d'ouvrage ne font pas forcément attention. Il faut vérifier aussi qu'une ou plusieurs qualifications qui sont mentionnées sur ce certificat correspondent bien à vos besoins. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'est jamais qualifié au PQIBI. Donc, il ne suffit pas d'avoir un certificat avec un logo au PQIBI pour dire tout va bien. Non, on a eu des cas qui peuvent paraître grotesques, mais qui se sont produits. Je prends, ça devait être en Franche-Comté, je crois, un maître d'ouvrage qui nous interpelle en disant « Je ne suis pas satisfait d'un prestataire en audit énergétique. » Bon, très bien, OK. Et quand je lui ai demandé le certificat, le certificat, c'était un certificat de qualification au PQBI, certes, mais la structure, elle avait une qualification en maîtrise d'œuvre des amiantages. Donc, rien à voir avec l'audit énergétique. Donc, le maître d'ouvrage n'avait pas fait attention. Il s'était contenté de voir le logo PQIBI et il n'avait pas regardé le contenu du certificat.
Donc, regardez bien ce contenu et en cas de doute, consultez l'annuaire en ligne ou contactez-nous directement. C'est comme ça que l'on identifie les utilisations frauduleuses ou trompeuses de qualification au PQBI ou de certificat au PQBI. Et malheureusement, il y en a de plus en plus en matière de RGE études et surtout en matière d'audit énergétique. Donc, voilà, si vous avez le moindre doute sur la date de validité, ou, voilà, hein, sachez que les certificats sont édités chaque année. Donc, là, on est fin septembre. Si on vous présente un certificat qui a été édité le 1er juin ou le 1er août 2021 et qu'on ne vous présente pas un certificat donc, du 1er juin ou du 1er août 2022, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Ce n'est pas possible. Une structure reçoit, à l'issue de ses contrôles annuels, un certificat actualisé tous les ans. Donc, ce n'est pas possible qu'en fin septembre 2022, on vous présente un certificat qui était valable jusqu'au 1er août 2022. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, justement, je vous ai mis un exemple de certificat. Donc, là, c'est un certificat de qualification avec la période du 1-12-2021 au 1-12-2022, la carte d'identité de la structure, la date de fin de validité des qualifications, puisqu'elles sont valables 4 ans sous réserve des contrôles annuels. Donc là, ce sont des qualifications qui ont été obtenues au 1er décembre 2021, donc elles sont valables jusqu'au 1er décembre 2025, sous réserve des contrôles annuels, mais le certificat, lui, n'est valable que jusqu'au 1er décembre 2022, puisqu'il va y avoir le contrôle annuel avant le 1er décembre 2022, et c'est à l'issue de ce contrôle annuel que l'entreprise aura un nouveau certificat du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2023. Et depuis l'année dernière, vous avez en plus indiqué les dates d'effet des qualifications, puisque sur 4 ans, évidemment, des entreprises peuvent demander de nouvelles qualifications. Et donc là, vous voyez qu'il y a des qualifications qui ont été attribuées le 1er décembre 2021, mais vous en avez qui ont été attribuées le 23 février 2022. Donc, elles ont pris effet à partir de cette date-là. Donc, voilà à quoi ressemble un certificat et toutes ces informations, vous les retrouvez sur l'annuaire en ligne. Hein. C'est exactement la même chose que vous retrouvez sur l'annuaire en ligne. Et pour les RGE, en plus, nous délivrons une annexe au certificat qui répertorie l'ensemble des qualifications RGE études, donc du qualifié. Donc là, vous voyez qu'on a un qualifié qui a la 1911, la 1905, la 2010, la 2014 et la 2011. Toujours pareil avec une date de délivrance et une date de fin de validité pour cette annexe. Voilà, et puis évidemment, pour tout savoir sur la qualification, outre les questions que vous pourriez me poser dans la foulée de la présentation, vous avez le site internet opqbi.com. Voilà, et normalement, j'ai tenu. Ah, parfait, 11h04. C'est très Voilà. précis. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, je vais arrêter le partage. Hop, voilà. Parfait. Alors, il y a très peu de questions. On peut même dire qu'il n'y a pas de questions. Il y a simplement une question. Est-ce que les participants peuvent récupérer la présentation? Bien sûr. Stéphane, vous Oui, m'enverrez bien sûr. enfin, vous m'avez déjà envoyé d'ailleurs la Ouais, présentation. Donc, je l'exporterai en PDF et je l'enverrai cet après-midi à l'ensemble des participants parfait, au webinaire. sans problème. Voilà. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions sur la qualification? Vous pouvez utiliser le petit volet QR en bas de votre écran. Après, s'il n'y a pas du tout de questions, bon, je pense qu'on… Alors, on a une question. Alors, je ne sais pas, Stéphane, si vous voyez apparaître les questions. Ouais, je les vois. Ouais. Alors, les architectes sont, si j'ai bien compris, les architectes sont déjà qualifiés. Il faut juste une formation. Alors, je ne dirais pas que les architectes sont déjà qualifiés, mais en tout cas, de par leur profession réglementée, ils sont reconnus comme pouvant réaliser des audits énergétiques, moyennant effectivement une formation dont le contenu a été défini dans le décret de mai 2018 pour les audits énergétiques maisons individuelles et même maintenant pour les audits énergétiques bâtiments
collectifs. Alors, peuvent-ils être référents? Il n'y a pas de question de référent là, puisque le référent technique s'inscrit dans le cadre de la démarche de qualification d'une structure qualifiée. Là. Donc, comme il n'y a pas de qualification pour les architectes, on peut pas dire qu'ils peuvent être référents. Par contre, ils sont reconnus comme étant autorisés à réaliser les audits. Alors, pourquoi y a-t-il tant de mécontents si le processus est à ce point encadré? Alors, je vais répondre de deux façons. Déjà, on est sur le marché de la maison individuelle. Parce que les réclamations portent surtout sur l'audit énergétique maison individuelle. Et bien souvent, il y a une incompréhension de ce que l'on attend de l'audit. Et la deuxième réponse que je vais vous faire très, très clairement, c'est que, comme je vous le disais, on a qualifié à 90% des structures en probatoire. Donc, puisque c'est le dispositif qui le permet, hein, donc pour avoir une probatoire, il n'y a pas de référence à analyser. Donc, vous déposez un dossier, pendant un an, vous pouvez réaliser des audits en ayant une qualification probatoire. Et il s'avère que soit les audits ne sont pas réalisés par le référent technique, ni contrôlés, soit ce sont des structures qui véritablement voilà, ils avaient peut-être les prérequis, mais n'avaient pas les compétences pour réaliser les audits énergétiques. Donc, alors quand je dis il y a tant de mécontents, il faut relativiser quand même, hein. On est passé de 15 qualifiés en audit énergétique maison individuelle fin 2020 à un peu plus de 500, près de 500 fin 2021. Et sur ces 500, il y en avait effectivement 450 qui étaient des qualifications probatoires. Bon, quand je dis qu'il y a une explosion des réclamations, c'est vrai, mais on est sur une dizaine de réclamations, donc, ou une quinzaine de réclamations depuis le début de l'année. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les conditions de l'approbatoire ne permettent pas de filtrer plus rigoureusement à l'entrée, et on en a fait état auprès du ministère de la transition écologique, puisque nous, on demande à ce qu'il y ait au moins une référence de présenter, même pour avoir une probatoire, de manière à ce que nous, on puisse évaluer au moins un travail qui a été réalisé. Mais aujourd'hui, les exigences sont telles que c'est un peu plus compliqué. Et en plus, il y a une difficulté, c'est que le texte réglementaire pour les audits énergétiques maison individuelle dit qu'il faut être thermicien ou responsable de travaux, mais les pouvoirs publics n'ont pas défini ce qu'ils entendaient par thermicien ou responsable de travaux. Donc, il y a une difficulté à refuser ou à attribuer la qualité de thermicien ou de responsable de travaux quelquefois. Donc, nous, on a entrepris une définition de ces termes qui est assez restrictive depuis maintenant juillet, de manière à ce que, effectivement, on ne considère pas un thermicien au prétexte qu'il y a 25 ans, il a eu un diplôme en thermique. Voilà. Donc, notamment. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, on a commencé à appliquer cette nouvelle, cette méthode d'évaluation de la qualité de thermicien ou de responsable de travaux. On va voir si ça a des améliorations. Mais voilà, donc les réclamations viennent surtout du fait qu'on a beaucoup de qualifiés en probatoire. Et en 2022, d'ailleurs, puisque les probatoires de 2021 ont dû demander leur transformation en 2022, on a énormément de déchets, donc de structures qui ne peuvent pas transformer leur qualification probatoire en qualification définitive. Alors, faire les DPE demande des qualifications.
Alors, si je comprends bien pour la question, hein, pour faire des DPE, de toute façon, il faut être certifié en tant que personne physique auprès d'un organisme de certification. Donc, et là, ce n'est pas les organismes de qualification qui s'en occupent, hein. Est-ce Donc, que peut-être est-ce que vous connaissez, vous, la différence qu'il y a entre les qualifications pour un audit énergétique thermicien et ce qui est demandé pour réaliser des DPE? Je crois que le niveau d'attente semble assez différent, ou en tout cas la et oui, non, méthodologie est vraiment différente, hein. c'est complètement différent. D'ailleurs, déjà, pour réaliser un DPE, on ne vous demande pas d'être thermicien. Mm. Bon, après, il y a deux choses. Il y a les DPE qui existent depuis très longtemps maintenant, hein, donc, et qui ont évolué, et il y a un dispositif réglementaire de certification, hein, par des organismes de certification type AFNOR certification, Bureau Veritas certification, etc., etc. Et donc, c'est la personne physique qui doit être certifiée. Ce qui va être demandé aux diagnostiqueurs dans le cadre des audits énergétiques réglementaires passoires, là, c'est encore très flou puisqu'il y a des dispositions transitoires qui avaient été prévues, mais il va y avoir des exigences supplémentaires et a priori, mais pour l'instant, on ne les connaît pas. Mais un diagnostiqueur ne va pas demander de qualification, il va demander une certification. Alors, ce qui n'empêche que des cabinets de diagnostiqueurs immobiliers qui réalisent des DPE peuvent et ont demandé leur qualification à l'OPQIBI et l'ont obtenue parce que ils ont soit en interne un référent technique qui répond aux exigences, soit parce que le diagnostiqueur lui-même a une expérience autre que le diagnostic immobilier, donc il ne fait pas que ça. Mais si c'est une personne qui n'a jamais fait que ça dans sa vie, là, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on dit, si vous n'êtes que diagnostiqueur immobilier, vous ne pouvez pas obtenir la qualification audit énergétique puisque vous ne répondez pas aux prérequis. D'accord. Alors, vous avez parlé d'une formation de 3 jours pour les archives. Peut-on avoir les adresses? Alors, déjà, non, ce n'est pas 3 jours, c'est 5 jours. Et là, je ne pourrais pas vous répondre. C'est vraiment l'ordre des architectes qui gère ça. Donc, il faudrait voir directement avec l'ordre des architectes. Alors, si j'ai bien compris, les référents ne font plus partie de la structure, la qualification est suspendue, c'est ça. Eux seuls peuvent effectuer les prestations pour lesquelles ils ont été qualifiés. Alors, c'est ça et pas ça. C'est que pour être qualifié, il faut un ou plusieurs référents. Bon. Si ces référents ne font plus partie de la structure, soit ils ont été remplacés par de nouveaux référents et donc on va devoir examiner et valider ces nouveaux référents. Si on les valide, bon, la structure continue à obtenir sa qualification. Par contre, si elle n'a pas de nouveaux référents ou si nous ne validons pas les nouveaux référents, là, la qualification est suspendue dans un premier temps pour 6 mois, pour 6 mois, en tout cas pour une période de 6 mois. Et soit elle trouve une solution durant cette période de 6 mois et donc elle va pouvoir réavoir sa qualification, soit non. Et là, elle va être déqualifiée. Elle ne va pas être seulement suspendue, elle va être déqualifiée. Mais quoi qu'il en soit, elle n'apparaît plus dans l'annuaire en tant que qualifiée, hein, même pendant sa période de suspension. Donc, elle ne peut pas réaliser pendant cette période-là les audits énergétiques. Et les référents techniques, non, ne sont pas les seuls à réaliser des audits, puisque ce sont soit les producteurs d'audits, soit ceux qui valident les audits des collaborateurs de la structure. Donc, ils ont un rôle de contrôle, hein. Mais un référent technique, soit il les produit, soit il contrôle les audits énergétiques et les valide, les audits énergétiques de ses collaborateurs ou de ses collègues et les valide. C'est comme ça qu'est prévu le système. Alors, les architectes peuvent-ils intervenir sur les habitations collectives, notamment les logements individuels? Alors là, j'ai du mal à comprendre. Soit c'est du collectif, soit c'est de l'individuel, mais ça ne peut pas être les deux. Si vous voulez, je vous propose qu'on prenne la question d'en dessous Oui, et voilà, et demander peut-être à Dominique de de compléter compléter. la question. Alors, vous qualifiez un sirène. Qu'en est-il des sirettes de l'entreprise? Notre exemple, un siège social avec sirène en Haute-Savoie et un établissement secondaire en Île-de-France. 2 thermiciens associés, un sur chaque site. Bon, donc nous, ce que l'on qualifie effectivement, c'est le sirène.
Par contre, alors, les agences, les établissements secondaires bénéficient de la qualification du siège. Hein. Donc, on ne les qualifie pas directement parce qu'elles n'ont pas de personnalité juridique indépendante. Par contre, elles bénéficient de la qualification du siège. Donc, l'agence peut faire valoir sa qualification. Mais ce que je n'ai pas dit et que j'aurais dû dire, c'est qu'on indique avec le certificat de qualification la localisation des référents techniques. Donc, si vous avez deux établissements, un à Paris et un en Haute-Savoie ou inversement, on indiquera que le référent technique est à Paris s'il est à Paris, on indiquera qu'il est en Haute-Savoie s'il est en Haute-Savoie, et si vous en avez deux pour lesquels vous avez demandé la validation, un dans chaque structure, eh ben, on indiquera qu'il y a un référent technique à la fois en Haute-Savoie et un référent technique en Île-de-France. Hein. Mais si vous avez trois agences et que vous n'avez qu'un référent technique, on indique que le référent technique se trouve à cet endroit de la structure. Donc, soit au siège, soit dans l'établissement secondaire. Donc, si vous avez plusieurs agences, il vaut mieux avoir plusieurs référents techniques. Alors, s'agissant des appartements, oui, les architectes peuvent intervenir sur les appartements. Si vous voulez, Dominique, si vous voulez, je peux activer votre micro. Peut-être que vous pouvez nous expliquer votre question. Normalement, si vous activez votre micro, là, on vous entendra. Oui, je voulais savoir, vous m'entendez? Oui, Oui. très bien, merci. Oui, je voulais savoir, bon, sur la maison individuelle, les architectes peuvent intervenir, ça je l'ai bien compris. Mais j'ai vu qu'il y a pas mal de propriétaires d'appartements qui sollicitent des architectes. Et je voulais savoir si c'était faisable et avec quel logiciel, notamment, parce qu'il y a une évolution incroyable dans les logiciels là, en perspective, ou plutôt une uniformisation des logiciels. Je ne sais pas comment l'entendre. Oui. Je voulais avoir l'avis du directeur général là-dessus. Ouais, alors, je pense qu'on parle bien de l'intervention des architectes en audit énergétique. Oui, oui, tout à fait, Oui. excusez-moi. Alors, donc effectivement, de toute façon, dans le cadre des audits énergétiques passoires, quand un propriétaire va vendre son appartement classé F ou G, il devra faire réaliser un audit énergétique. Donc, Alors, juste une précision là, je me permets de vous interrompre. La loi, l'obligation de réaliser un audit énergétique, quand on est propriétaire d'une passoire thermique et qu'on souhaite la vendre, ne concerne pas les appartements. Ça concerne uniquement les maisons ou les parties de bâtiments. C'est-à-dire que si, par exemple, un propriétaire vend une partie de bâtiment qui serait composée de plusieurs logements dans un ensemble immobilier, là, il y a une obligation de faire un audit énergétique ou en maison. Mais par contre, en appartement, en copropriété, il n'y a pas d'obligation de réaliser un audit énergétique de l'appartement. Donc, c'était peut-être ça aussi le sens de votre question. Oui, alors là, je ne serais pas si sûr, hein, parce que dans nos discussions avec le ministère, c'est pas du tout Alors, ce qui est dit. D'accord. Alors, nous, c'est ce qu'on avait lu et c'était l'analyse de l'ADIL aussi, hein, il sépare bien le cas des monopropriétés, des maisons et des parties de bâtiments groupées hein, dans le décret de mémoire. Donc, peut-être qu'on pourra regarder Ouais, il faudra regarder parce que renvoyer parce que nous, l'information on par avait posé mail. la Ouais. question et les appartements étaient vraiment inclus dedans. Hein. Ouais, d'accord. Donc, Oui, parce à que de toute vérifier. façon, sinon, ils pourront plus les louer. Déjà, ils pourront plus les louer à partir pour les F et les G là, entre 2025 et 2027. Donc, de toute façon, il va y avoir une action à entreprendre. Mais quand on interroge l'ADEME, l'ADEME nous répond aussi qu'effectivement, les appartements, même si ce ne sont pas des maisons individuelles, sont concernés. D'accord. Donc, je Du C'est mettrai un vrai coup, bémol qu'on là-dessus. a du mal à imaginer, vu le nombre de transactions qui sont faites chaque mois, comment il est possible de faire des audits énergétiques Alors, de ce parc immobilier. Enfin, ouais, alors il est évalué, les audits énergétiques, le nombre d'audits énergétiques passoires a été évalué à 100 000 par an. D'accord. Ah, D'où la volonté ça de fait un… massifier Ouais, bien sûr. et d'où la volonté donc de faire entrer les diagnostiqueurs immobiliers. Oui, mais du coup, comment massifier en préservant le niveau de qualité, Alors c'est ça, un c'est autre, une autre, ça c'est un autre débat. fera Mais l'objet d'un voilà, autre débat. non Ouais. mais très clairement, l'entrée des diagnostiqueurs, c'est une volonté de Hum, massification. hum.
Voilà. Et très vraisemblablement d'ailleurs que dans le cas des audits énergétiques réglementaires, c'est sans doute le diagnostiqueur qui aura à la fois réalisé le DPE et l'audit. Voilà. En tous les cas, sur les logiciels à utiliser, alors, il y a beaucoup d'évolutions sur les logiciels utilisés. Je sais qu'il y a. D'ailleurs, alors, je ne vais pas vous répondre au jour d'aujourd'hui fermement, puisque vous savez que l'une des raisons pour lesquelles l'entrée en vigueur de l'audit énergétique passoire a été reportée, c'est que les logiciels n'étaient pas prêts. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, pour l'audit énergétique, dans le cadre des audits énergétiques aidés, alors il y a eu un débat sur les méthodes conventionnelles, méthodes non conventionnelles, etc. Donc pendant quelques mois, même l'année dernière, on a refusé beaucoup de qualifications parce que les logiciels et les méthodes n'étaient pas. On n'acceptait pas les méthodes conventionnelles et certains logiciels, notamment Caprenov. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu des évolutions et en gros, la règle, c'est on accepte tous les logiciels à partir du moment où l'objectif, c'est une rénovation BBC. Voilà. Je schématise, hein, mais en gros, c'est ça. Voilà. Pour l'audit énergétique passoire, là, je ne peux pas vous répondre parce que ce n'est pas, à ma connaissance, encore définitif. Ah, très bien. En tous les cas, il y a une question de logique là pour les bâtiments collectifs. Quand on fait un audit pour un appartement ou un audit pour l'immeuble entier, je trouve que c'est pas très logique. Oui, pour bénéficier des aides, etc. En plus, donc un particulier peut faire des travaux de rénovation énergétique à son niveau, alors que ça serait plus logique de le faire au niveau de l'immeuble, quoi. Oui, alors là, vous connaissez les problèmes notamment des copropriétés. C'est pour engager des travaux, je peux en parler parce qu'on est dans ma copropriété, on est dans un processus de rénovation globale de la copropriété, mais il est plus pertinent effectivement que les travaux soient la rénovation se fasse de manière collective au niveau de la copropriété. Mais quand les travaux ne sont pas validés et que vous-même vous souhaitez quand même faire la rénovation de votre appartement, c'est une grande difficulté aussi sur les immeubles patrimoniaux parce que exactement. C'est vrai que les systèmes de prise de décision et d'aide aujourd'hui, ils sont séparés selon le type de maître d'ouvrage. Est-ce que c'est le propriétaire d'un bien ou est-ce que c'est le syndicat des copropriétaires? Et oui, on imagine que c'est toujours plus facile et plus bénéfique sur le plan thermique de le faire au niveau de la copropriété. Mais c'est un cas qui est encore assez facilement jouable dans les bâtiments des 30 Glorieuses. Mais sur du patrimonial, aujourd'hui, la loi ne permet pas d'imposer collectivement, d'isoler par l'intérieur les logements. Donc, on a encore des progrès, je pense, à faire sur l'accompagnement de ces cas particuliers, en effet. Mais vous avez raison, c'est la pertinence de réaliser un audit énergétique de son appartement et du travaux de rénovation énergétique de son appartement. Bon, se pose, mais d'un autre côté, l'individuel a quand même, il peut quand même entreprendre des actions qui vont permettre d'améliorer l'étiquette énergétique de son appartement. Mais si rien n'est fait au niveau collectif, effectivement, s'il n'y a pas d'isolation, par exemple, de décider que ce soit notamment des l'ITE, bon, effectivement, la pertinence des actions va être moindre. Et on a l'autre difficulté aussi quand le bâtiment est très bien entretenu, ou par exemple sur un cas où les copropriétaires ont fait un ravalement complet il y a 1, 2 ou 3 ans. Ils ne s'imaginent pas refinancer un échafaudage pour refaire un ravalement avec isolation 2, 3 ans après avoir fait déjà un projet. Donc ça fait aussi partie des critères qui peuvent rendre compliqué le projet collectif, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Du coup, j'en profite aussi, tant qu'on est sur le sujet un peu aide, obligation en copropriété, il y avait une dernière question sur l'obligation. Merci beaucoup pour votre question, Dominique. Il y a une question de Margot qui est le DPE est-il obligatoire en copropriété? Alors, ça arrive. Ça va être en fonction du nombre de lots dans la copropriété. Donc, les copropriétés de plus de 200 lots devront faire un DPE collectif à partir du 1er janvier 2024. Les plus de 50 lots à partir du 1er janvier 2025 et les moins de 50 lots à partir du 1er janvier 2026. Donc, effectivement, c'est en train d'arriver.
Et il y a aussi un intérêt dans ces DPE collectifs qui arrivent pour les cas où les gens seraient en chauffage collectif. Aujourd'hui, quand un diagnostiqueur fait un DPE d'un appartement qui serait relié à un système de chauffage collectif ou d'eau chaude sanitaire collective, le diagnostiqueur ne va pas. Enfin, j'ai jamais eu de cas où le diagnostiqueur pouvait aller visiter la chaufferie et connaître exactement la nature des équipements qu'il y avait en chaufferie. Donc forcément, il y a une partie du DPE qui est extrêmement imprécise parce qu'on n'a pas pu diagnostiquer les systèmes. Dans la nouvelle, dans le nouveau DPE collectif, il y aura la production d'un rapport avec un diagnostic des éléments collectifs. Et donc, le DPE individuel en deviendra plus précis pour ces cas particuliers. Tout à fait. Alors, il y a une dernière question, mais quel est l'organisme qui attribue les qualifications RGE? Vous parlez des RGE des travaux? Alors, c'est peut-être donc là, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, il y a la famille RGE études, dont Stéphane nous a présenté les différents labels qui existent pour tout ce qui est RGE études. Après, pour tout ce qui est RGE travaux, là, il y a différents organismes. Alors, je crois que Stéphane, l'OPQUI, ne fait pas de Non, qualification travaux, non. mais vous avez d'autres organismes. Alors, je ne vais pas les citer parce que comme je ne les connais pas tous par cœur, Non, mais moi, je peux les citer. Il y a Calibat, il y a Calit ENR, je crois qu'il y a peut-être Califelec sur le photovoltaïque et Califelec. Voilà. Voilà. C'est en gros les trois organismes de qualification d'entreprise de travaux pour la partie travaux. Et d'ailleurs, voilà, vous devez faire appel, pour obtenir les aides publiques, vous devez faire appel à des entreprises RGE travaux pour la partie travaux. Et ils sont bien évidemment, toutes ces entreprises, qu'elles soient RGE études ou RGE travaux, sont sur le site francerénov.gouv.fr. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'entreprises de travaux que de bureaux d'études. Oui. Et on a encore une question de Margot, cette fois-ci. Donc, est-ce que les calculs de l'audit énergétique certifient que l'on peut avoir accès à MaPrimeRénov'? Là, je peux répondre si vous voulez, Stéphane. Oui. Pour MaPrimeRénov', ce qui est demandé, c'est un calcul thermique qui doit respecter des réglementations et des méthodologies. Il y a des discussions actuellement sur les méthodes de calcul qui seront reconnues pour déposer MaPrimeRénov'. Il semblerait que la volonté soit de se restreindre à la méthode 3CLDPE, donc pour utiliser la même que pour les DPE. Et de fermer la porte à d'autres méthodes de calcul qui pourtant sont réputées, ont fait leurs preuves dans le milieu de l'ingénierie thermique. Donc voilà, ça c'est un débat qui, je pense, est encore en cours de discussion. Oui. Donc la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'un audit énergétique vous donnera le calcul énergétique pour avoir accès à MaPrimeRénov'. Donc c'est une partie oui, mais c'est en partie non, parce qu'il est tout à fait possible de passer directement en phase de maîtrise d'œuvre et de faire le calcul thermique pendant la phase de maîtrise d'œuvre. Donc, vous pouvez accéder à MaPrimeRénov' à partir du moment où vous missionnez un architecte, un bureau d'études thermiques ou une maîtrise d'œuvre intégrée pour faire les travaux, consulter les entreprises et faire un calcul thermique à ce moment-là. Donc, dans ce cas-là, c'est plus vraiment un audit énergétique, c'est un calcul thermique en phase de maîtrise d'œuvre. Et ça, c'est accepté pour MaPrimeRénov'. Oui, tout à fait. Puisque les entreprises sont autorisées à réaliser des audits énergétiques aussi. Donc, ça peut être une entreprise de travaux qui réalise l'audit énergétique et qui ensuite va réaliser les travaux. Puisqu'il n'y a pas de critères d'indépendance qui ont sur la partie été définis. du calcul thermique. Ah, d'accord. Par contre, oui. je pense qu'il y a des obligations. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je pense que là, il y a des exigences pour MaPrimeRénov' et je suis pas certain que l'entreprise puisse faire le calcul thermique elle-même pour MaPrimeRénov'. Ah, justement, oui. Ouais. Justement, les entreprises sont Ah, oui. autorisées à réaliser des audits énergétiques pour faire bénéficier leurs clients de MaPrimeRénov'. Non, il me semblait, d'accord, il me semblait qu'il y avait un petit verrou là. Non, Ouais, non. donc effectivement. Non, il n'y a pas de verrou. Ok. Oui, non, c'est l'AMO qui est obligatoire, mais pas une maîtrise d'œuvre séparée, qui est effectivement. Non. Et voilà. Ouais, ce qui est un peu bizarre. No comment.
Ouais. Même si Ok. il vaut mieux faire appel à une prestation intellectuelle indépendante de l'entreprise quand c'est possible. Voilà. Ouais, tout à fait. Pour des raisons tout simplement d'impartialité. Hein. Bien sûr. Ok, bon bah voilà, il est 11h30, on a répondu à toutes les questions. Parfait. Donc merci Stéphane pour votre Merci à vous. présentation et vos explications. Merci à tous ceux qui ont participé. Bien sûr, je vous envoie la présentation dans l'après-midi par mail. Et puis voilà, je vous rappelle une dernière fois notre prochain rendez-vous Solutions Pro qui sera le 25 octobre au pavillon de l'Arsenal, donc en présentiel, et qui sera le lancement d'Éco-Rénovons Paris Plus pour le réseau des professionnels. Juste Voilà, si je peux ajouter une petite information, bien nous sûr. serons à Batimat la semaine prochaine. Donc ceux qui sont à Batimat et qui passent à Batimat et qui veulent avoir un peu plus de renseignements, donc nous y serons toute la semaine dans le hall 1. Merci Voilà. beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci Stéphane. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci vous aussi.